Alors, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui. Je sens qu'il y a des vacances scolaires qui sont importantes, hein, mais bon, malgré tout, les thématiques sont importantes. Il se passe toujours quelque chose. C'est l'avantage de l'économie. Il se passe toujours quelque chose. Et c'est des points sur lesquels on doit évoquer un certain nombre de questions. Alors, on va parler des taux d'intérêt aujourd'hui. Parce que il y a eu la semaine dernière plusieurs interventions de Ben Bernanke, de Janet Yellen, donc du président et de la vice-présidente de la Fed, qui sont revenus sur ces questions. Alors bien sûr avec le souhait d'infléchir les anticipations de tous les participants, mais justement il est intéressant de voir comment ils développent leur argumentaire. Parce que très clairement, l'objectif de la Fed n'est toujours pas de voir les taux d'intérêt remonter, que ce soit sur la partie courte ou sur la partie longue. Bernanke a été assez clair là-dessus en disant moi ce qui m'intéresse c'est que ça permette au marché immobilier de se développer. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté du côté de la Fed. Alors, ils ont écarté toutes les velléités qu'on peut lire de voir les taux remonter très vite, pour une raison simple, et on le verra tout à l'heure, c'est qu'ils considèrent que l'économie est encore loin de créer des tensions sur l'appareil productif, la dynamique de l'économie est encore loin de créer des tensions sur l'appareil productif, et de ce fait-là, la Fed a toujours intérêt à maintenir des taux d'intérêt très bas. Donc voilà, on va évoquer cette question. On va commencer par les problématiques de conjoncture. Je vais revenir quand même un instant sur la question italienne, parce que c'est un aspect important aujourd'hui, même si les marchés semblent un peu indifférents à cette question. Hein, on a eu des mouvements assez forts la semaine dernière, mais on n'a pas de rupture. L'idée, probablement, est que chacun espère que, in fine, une solution sera trouvée, que les institutions ont été suffisamment améliorées ces derniers mois pour que, finalement, l'Italie trouve une solution et que, collectivement, on trouve une solution à la question italienne. Et donc, finalement, c'est perçu d'une certaine manière comme un non-événement. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, pour une raison simple, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement en Italie, et que je ne crois pas qu'il y en aura dans les semaines qui viennent, pour une raison simple. Enfin, quand je dis gouvernement, il y en aura un forcément, mais un gouvernement efficace qui permette d'infléchir, d'inverser la dynamique macroéconomique, la dynamique de l'emploi qu'on observe aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on puisse avoir un gouvernement de ce type-là, pour une raison simple, c'est que les trois grands partis ne sont pas d'accord sur la façon dont l'Italie doit s'inscrire dans l'Europe. Et donc, de ce point de vue-là, ça rend la chose assez compliquée, puisque pour avoir une majorité, il faut qu'il y ait des alliances, et que si vous n'avez pas de points communs sur la façon dont vous percevez l'Italie dans l'Europe, et je ne parle même pas de la zone euro, qui est encore un point plus précis, eh bien, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir une stratégie menée par un gouvernement cohérent. Voilà, c'est cette problématique-là à laquelle on doit être attentif, parce que tant que... Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura de nouvelles élections en Italie. Le but du jeu, c'est pas de faire un gouvernement systématiquement de transition, ou un gouvernement technique, comme ça a été évoqué, en imaginant la possibilité de voir le patron de la Banque d'Italie prendre le rôle de Premier ministre. Le risque, c'est que on retrouve un gouvernement style Monti, qui était à la fin extrêmement impopulaire, et on l'a vu d'ailleurs dans les élections, dans les résultats des élections, Monti est arrivé très loin derrière. Donc tous ces éléments doivent nous faire réfléchir, et donc on doit imaginer que l'économie italienne, le gouvernement italien devra repasser devant les urnes dans les mois qui viennent. Alors, trois éléments à prendre en compte. Le premier,
et que en repoussant les choses de la sorte, et si on avait une coalition de transition, les problématiques seraient les mêmes. On rentre dans une logique qui peut être extrêmement précaire pour l'économie italienne. Je rappelle que l'économie italienne voit son activité baisser, a vu son activité baisser de 2,2% en 2012, donc récession profonde, que le pouvoir d'achat des ménages a baissé de quasiment 4% sur l'année, et que les exportations italiennes ne sont plus compétitives. On n'est plus du tout dans la logique d'une économie avec des petites entreprises qui marchent bien, etc. Non, ça ne marche pas. Il y a une baisse de compétitivité significative. Et donc, dans ce cadre-là, en l'absence d'un gouvernement susceptible de prendre des mesures qui ne soient pas que des mesures restrictives sur le budget, eh bien, le risque, c'est de voir cette dynamique de l'activité se dégrader, parce que l'environnement international n'est pas très porteur, et donc, de ce fait-là, d'accentuer la polarisation de la société italienne, et donc le résultat des élections, des élections à venir, serait probablement un peu plus dramatique encore que celle qu'on a vue la semaine dernière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est au moins aussi préoccupant, c'est que le vote, notamment de Beppe Grillo, a légitimé l'existence d'un vote anti-européen et d'un vote anti-européen fort, et cela pourrait avoir des conséquences dans les autres pays de la zone euro. On a peut-être commencé à le voir ce week-end en France, et on doit imaginer que Portugal, en Espagne, on puisse avoir des mouvements de ce type-là. Ce serait probablement assez perturbant pour l'ensemble de la zone euro. Le dernier point, c'est que cette situation engendre une probabilité non nulle désormais de voir la zone euro en difficulté à nouveau. Et donc c'est un point préoccupant, parce que l'Italie, c'est 18% du PIB de la zone euro, et si l'Italie venait à sortir de cette zone euro, ça créerait probablement des perturbations très profondes. Pourquoi je dis ça? Parce que les conseillers de Beppe Grillo sont clairement anti-euro, et donc là, attention à ces questions. Donc voilà, c'est cet environnement-là sur lequel on doit être extrêmement attentif en Italie, parce qu'on a quelque chose qui peut être fragile. Alors on peut faire le gros dos en se disant on trouvera bien la solution. Attention, c'est une économie très importante, une économie qui va très mal. Et donc on ne peut pas exclure qu'il y ait des mouvements qui ne soient pas forcément contrôlables par la Commission européenne ou par les autres pays de la zone euro. Donc là, il y a une fragilité. J'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation, mais soyons attentifs à cette question. Le deuxième point que je voulais aborder en préalable, c'est ce qui se passe aux États-Unis sur les problématiques de séquestration, c'est-à-dire l'adoption d'une politique de réduction systématique des dépenses. Cette mesure a été mise en place le 1er mars. C'est une mesure qui reflète les accords qui avaient été trouvés au moment des discussions sur le plafond de la dette à l'été 2011. Une commission devait réduire les dépenses de 1200 à 1500 milliards sur 10 ans. Cette commission n'a pas fonctionné, n'a pas trouvé de résultat, et donc la sanction en cas de non-succès était une baisse des dépenses de 1000 milliards sur les 10 prochaines années, indifféremment, quel que soit le type de dépense. Donc c'est un choc assez fort. Le Congressional Budget Office l'a estimé à 0,6 points de PIB sur l'année 2013, sachant que ça ne prend pas en compte toute l'année 2013, puisque ça démarre au 1er mars. Donc attention, on a quelque chose qui est assez violent aujourd'hui aux États-Unis, et qui va forcément peser sur la conjoncture, et c'est pour ça qu'on ne peut pas spontanément imaginer un rebond fort de la conjoncture américaine. On a du mal à s'enflammer sur l'année, puisque aux réductions de dépenses des collectivités locales, des États locaux, va s'ajouter une réduction des dépenses de l'État. Ça fait beaucoup aujourd'hui.
Donc voilà, c'est les deux points préalables que je voulais évoquer. On pourrait évoquer aussi dans ce cadre-là la dégradation de la note de l'Angleterre de triple A à AA1 par Moody's. Globalement, la problématique anglaise est simple, hein, vous n'avez pas de croissance, vous mettez en place une stratégie budgétaire restrictive et ça pénalise la croissance qui ne permet pas d'atteindre les budgets, etc., enfin, les objectifs budgétaires. On retombe toujours sur la même logique, celle qu'on avait vue sur l'Espagne, celle qu'on avait vue sur le Portugal, sur la Grèce, et donc logiquement, le Royaume-Uni a été dégradé, ce qui permettait au Royaume-Uni de repousser l'échéance et de dire moi j'ai une monnaie indépendante. Clairement ça ne suffit plus et donc là il y a un petit choc sur l'économie anglaise, c'est marginal, mais ayons bien ça en tête quand même parce que c'est un point intéressant de voir qu'une économie comme l'économie anglaise puisse être dégradée. Voilà, alors sur le plan conjoncturel, on a eu beaucoup de choses au cours de la semaine, donc je vais essayer de faire très vite tout ça, parce que la question des taux d'intérêt dont on parlera tout à l'heure est au moins aussi importante. Alors, très rapidement, si on regarde les graphiques cette semaine, voilà, vous avez ici l'évolution de la production industrielle mondiale, du commerce mondial, en violet et en bleu respectivement, et donc des chiffres qui vont jusqu'au 4e trimestre, donc une progression assez limitée encore, hein, autour de 3% sur le trimestre en taux annualisé, et puis vous avez en rouge l'évolution de l'enquête market sur le secteur manufacturier. Vous voyez qu'on avait eu effectivement une amélioration significative, alors qui était un petit peu technique aussi dans l'adoption de l'enquête PMI spécifique aux États-Unis, mais on observe que sur le mois de février, eh bien l'indicateur ne s'accentue plus. En d'autres termes, et c'est ce qu'on verra juste après, on a une activité qui semble un peu meilleure, mais globalement, mais qui ne crée pas de rupture, qui ne présente pas de rupture susceptible d'entraîner l'ensemble de l'activité vers le haut. Hein. C'est toujours la même problématique à laquelle on est confronté. On a des économies qui vont plus ou moins bien, mais aucune d'entre elles n'a la capacité aujourd'hui de tirer l'ensemble vers le haut. Et vous avez ici l'ensemble des indicateurs d'enquête. Alors, vous avez en haut à droite les États-Unis avec les deux enquêtes, hein, l'enquête ISM en bleu foncé et l'enquête PMI Market pour les États-Unis qui est en bleu clair ici. Et donc, vous voyez que les États-Unis sont un peu mieux orientés que les autres. En symétrique, vous avez la zone euro, le Japon et le Royaume-Uni qui a rechuté au mois de février. Et puis entre les deux, eh bien l'indicateur mondial qu'on évoquait précédemment et l'indicateur BRIC qui s'infléchit, alors sous l'influence de ce qui se passe en Chine, mais aussi au Brésil, où l'indicateur est un petit peu moins robuste. Voilà, on a une situation qui est un petit peu floue, mais là aussi, compte tenu de ce qu'on sait sur l'économie américaine et des effets liés à la baisse des dépenses, eh bien, ce point-là ne peut pas forcément être prolongé à la hausse de façon significative, loin de là. Donc on reste très prudent sur cette question parce que va se poser une problématique simple hein, sur l'économie américaine, qui est une problématique de demande. Vous avez d'un côté des ménages qui subissent des baisses de revenus, on va l'évoquer juste après, et puis des dépenses de l'État qui vont être un peu plus réduites. Donc ça peut jouer négativement sur la perception de la demande. On verra que c'est un petit peu plus compliqué encore sur les États-Unis parce que l'investissement a une allure qui paraît a priori plutôt intéressante. Donc voilà, ça c'est le premier point, première illustration de cet environnement qui continue de se chercher aujourd'hui. Deuxième point sur l'économie en Asie. Alors là j'ai remis tous les indicateurs en moyenne par trimestre, hein, puisque vous savez qu'en Asie, en Chine en particulier, le nouvel an chinois passe soit de janvier, soit en janvier, soit en février. Et donc on avait eu une accélération en janvier, un repli en février, probablement les deux étant liés probablement aux effets du nouvel an. Donc il me semblait plus intéressant et plus pertinent
Alors, de calculer une moyenne sur les 2 premiers mois de l'année, et on voit, quand on regarde les indicateurs chinois, notamment l'indicateur Markit, que la situation continue de s'améliorer par rapport au dernier trimestre 2012, celui-ci étant déjà en amélioration significative par rapport aux 3 premiers de 2012. Donc voilà, on a un environnement qui se tient, là non plus, sans accélération brutale. Alors il va être intéressant, si on reste un instant sur la Chine, de voir les chiffres du commerce extérieur cette semaine, puisque au mois de janvier, il y avait une accélération très brutale. On faisait une comparaison janvier 2012, pardon, avec le nouvel an chinois, janvier 2013 sans nouvel an chinois. Donc il y a une accélération très brutale. Là, on va comparer février 2012 sans nouvel an à février 2013 avec nouvel an. Donc les chiffres vont être probablement très négatifs sur le mois de février. Donc ne soyez pas surpris de cette situation, mais ayons bien en tête que ces premiers mois, toujours sur l'année chinoise, sont toujours compliqués à appréhender. L'autre aspect intéressant, c'est sur Taïwan et sur la Corée, on voit des améliorations. La diffusion de l'amélioration chinoise s'observe ici, et c'est plutôt intéressant. Parmi les autres indicateurs sur les pays émergents, on note le ralentissement très significatif de la croissance indienne. Vous l'avez ici en variation, donc c'est le PIB indien en variation sur un an. Vous voyez qu'on était avant la crise sur un régime entre 9 et 10% l'an. On est à 4,5%. La raison principale, eh bien, un ralentissement très net sur la partie violette ici de la contribution du secteur manufacturier. Vous voyez qu'on était sur entre 2 et 3% de contribution. On est à 0 aujourd'hui. C'est lié à cet environnement international moins porteur, à une dynamique internationale qui ne tire plus l'ensemble et qui pénalise très largement l'économie indienne. On a aussi une inflexion sur le secteur des services, la partie bleue ici, qui est un petit peu moins dynamique. Et on voit bien que c'est toute l'ambiguïté de la politique monétaire en Inde, de jouer sur les taux d'intérêt pour essayer de soutenir les services, mais dans le même temps, cette façon de faire n'aura pas d'incidence forte sur le secteur manufacturier si celui-ci est très dépendant du reste du monde. Donc il y a encore des marges pour voir les taux d'intérêt baisser en Inde, mais n'en attendons pas non plus des résultats excessifs. Alors restons sur les BRICS, ralentissement significatif de la croissance brésilienne. On a eu les chiffres du 4e trimestre, on est à 0,9% de croissance sur l'ensemble de l'année 2011, on était à 2,7% 0,9 sur 2012, on était à 2,7 sur 2011. Alors ce qui est intéressant sur l'économie brésilienne, c'est que c'est une économie qui est proche du plein emploi. On est à un peu plus de 5% de taux de chômage, on était à 4,6 au mois de décembre, 5,4 de mémoire sur le mois de janvier, donc on est très proche du plein emploi et pourtant c'est une économie qui n'accélère pas. Et c'est toute la problématique des économies émergentes, de savoir comment gérer la transition d'une croissance extensive. Je veux produire un peu plus, j'embauche un mec, à une croissance intensive. Je veux produire un peu plus, eh bien j'investis sur la personne qui est embauchée pour qu'il soit lui-même plus productif. C'est cette transition à laquelle est confronté le Brésil aujourd'hui, et tant que l'investissement qu'on voit ici sur le graphique restera médiocre, alors j'ai pris une période courte, mais vous voyez que on a eu un ralentissement très fort de l'investissement, on pourrait prendre une période plus longue, mais on est sur une dynamique très, très faible de l'investissement, et cette situation, alors vous avez ici le PIB, la consommation, enfin vous avez la demande interne, en bleu vous avez l'année 2011, en violet l'année 2012, alors j'ai fait des jolies couleurs pour différencier les trimestres, mais ce qu'on constate, c'est que l'investissement chute de façon dramatique, et que dans cet investissement, vous avez aussi une partie de l'investissement lié à la Coupe du Monde de football, lié aux Jeux Olympiques. Tout ça se prépare et donc l'investissement productif est probablement extrêmement faible. C'est un des points de fragilité de l'économie brésilienne et sur lequel il faudra être extrêmement attentif. Et tant que la transition vers une croissance plus intensive ne sera pas opérée, eh bien l'économie brésilienne souffrira.
Alors, elle s'en était bien tirée avant la crise parce que les Chinois avaient un rôle majeur dans la dynamique brésilienne, notamment sur les exportations de matières premières. Ce n'est plus le cas de la même façon, et donc l'économie brésilienne doit trouver un moyen de croître par elle-même, et là c'est compliqué. Donc il va falloir qu'il y ait des investissements forts pour que, effectivement, l'économie brésilienne puisse distribuer des salaires de façon plus significative. Sur les États-Unis, très rapidement, parce que je vois que le temps passe très vite, on avait eu au mois de janvier ici, vous avez l'évolution mensuelle de l'ISM, on avait eu au mois de janvier une accélération forte liée au restockage, hein, et sur cette période-là, on avait eu Sandy, l'ouragan, qui avait pénalisé l'activité, qui avait incité chacun à tirer dans ses stocks pour satisfaire la demande, et puis on restocke ici. Une bonne partie du restockage a été fait, et au mois de février, eh bien, on produit un petit peu plus et on observe, et c'est ça qui est intéressant, des commandes qui repartent à la hausse. C'est ce point-là qu'il faut retenir. On notera aussi, et c'est un aspect intéressant, c'est que les commandes à l'exportation s'améliorent de façon significative aux États-Unis au mois de février. Donc on a quelque chose qui est un petit peu meilleur. Je n'ai pas de détails géographiques ou de détails sectoriels, mais on constate que les commandes à l'exportation sont mieux orientées et ça devrait avoir un impact positif sur la conjoncture américaine. L'autre point que je voulais signaler, c'est probablement l'élément majeur de la semaine, c'est l'amélioration des commandes de biens d'équipement. Pour une raison simple, c'est que vous avez ici une excellente approximation de l'investissement des entreprises. Or, on sait que le cycle économique est très lié à l'investissement, et donc là, on a quelque chose d'important et de très positif. C'est cet aspect-là. S'il y avait un aspect positif à retenir dans la semaine sur les chiffres, eh bien, c'est celui-là, c'est cette accélération très brutale des commandes de biens d'équipement. On avait eu un trou d'air au cours de l'été, c'est passé, et là c'est un signal que j'aime bien. Voilà, ça c'est le point que j'évoquais tout à l'heure sur le revenu des ménages. On avait évoqué cette partie-là pour les chiffres de décembre notamment. Vous avez eu une accélération des versements de dividendes en bleu pour des raisons fiscales. Voilà, on a une contrepartie ici en janvier, pas illogique. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie bleue, qui est la contrepartie de cette partie bleue ici. Hein, ici en janvier 2011, on avait eu une baisse du taux de charge sur les ménages. Cette baisse était traduite donc par une augmentation des revenus dont pouvaient disposer les ménages. Les accords sur le fiscal cliff se sont traduits par un retour en arrière, c'est-à-dire que le taux de charge est revenu au niveau qui était le sien en décembre 2010. Donc on l'a ici, on a un impact fort sur le revenu des ménages et ça va continuer, donc puisque le revenu va être amputé toute l'année de ce montant, donc ça va avoir un effet non négligeable sur la consommation des ménages. C'est l'aspect qu'il faut retenir de ces chiffres-là. On a ici toujours la même cohérence entre l'évolution des indicateurs d'enquête, avec l'indicateur du Michigan qui est un petit peu mieux orienté, mais qui reste très bas, et puis la consommation qui là a un effet, bénéficie d'un effet de base, hein, puisque le chiffre de novembre était assez fort, et donc ça tire un peu l'ensemble, mais globalement on note toujours cette cohérence. Et tant qu'on n'aura pas d'accélération forte de la confiance des ménages, la capacité à se projeter très brutalement, très fortement dans le futur, eh bien la consommation restera modérée. Les ménages ont toujours besoin de réduire leur endettement pour regagner des marges de manœuvre. Et puis on voit bien qu'ils sont toujours très inquiets sur leur environnement. Vous avez ici l'évolution dans l'enquête du Conference Board, l'évolution des revenus à 6 mois, à la hausse, moins les revenus. Enfin, on fait le solde des réponses entre revenus plus élevés dans 6 mois et revenus plus faibles dans 6 mois. Et vous voyez que depuis 2008, eh bien, on a une rupture et qu'on n'est pas sorti encore de cette situation aux États-Unis. Les ménages n'arrivent pas à se projeter positivement dans le futur. Et même si la situation s'est un peu améliorée en février par rapport à janvier,
on reste sur des niveaux très bas. Donc on n'a pas cette capacité, les ménages n'ont pas cette capacité à se projeter dans le futur. Trois choses sur l'immobilier. Là, voilà, j'ai montré simplement l'évolution de l'indicateur immobilier, des ventes de maisons, et ici, juste pour illustrer, une tendance qui s'améliore très nettement. Donc on a une configuration qui est plutôt favorable, et on voit bien pourquoi Ben Bernanke souhaite maintenir des taux d'intérêt très bas. C'est pour que le marché de l'immobilier retrouve de l'allure, que les prix de l'immobilier s'améliorent, ce qu'on voit vaguement en tendance, hein, c'est pas encore très aussi marqué que ça. Si on regarde la courbe noire ici, qui est la courbe de l'économie, enfin l'ensemble de l'économie américaine. Alors on compare en ce moment les points bas ici aux points d'ici. Donc on a effectivement une hausse de l'indicateur, mais ça reste très modeste pour l'instant. Mais l'idée très simple pour la Fed, c'est de faire de telle sorte qu'on ait un effet de richesse, et la valeur du patrimoine des ménages s'améliore parce que les prix augmentent, parce qu'il y a des transactions, et donc chacun a le sentiment que s'il souhaitait revendre sa maison, eh bien, il puisse le faire, et à un prix correct. C'est ça l'effet de richesse, c'est cette problématique-là qui est posée. Ça peut aussi servir de collatéral à des crédits. Donc on a une configuration qui progressivement s'améliore, et que la Fed ne veut surtout pas casser trop rapidement, d'où ce maintien de taux d'intérêt très bas pendant un bon moment. Sur le Japon, on ne va pas dire grand-chose. Sur le Royaume-Uni, on a eu les chiffres du quatrième trimestre qui ont été confirmés à moins 0,3, donc quelque chose avec des effets de stock assez forts. Ce qui est intéressant sur l'économie anglaise, c'est qu'il y a des effets de stock extrêmement forts. Ça traduit cette incertitude dans laquelle se trouvent les entreprises, cette incertitude globale qui les empêche de se projeter là aussi de façon significative. Et on voit bien la partie investissement, qui est la partie jaune ici, qui oscille, qui n'a pas une allure très forte et très robuste. Et c'est ça un des points sur lequel on doit être attentif. L'autre point auquel on doit être attentif, c'est ça. Parce qu'on regarde souvent l'évolution du marché du travail anglais, et de temps en temps on a des chiffres sur l'évolution effective du pouvoir d'achat des ménages. Là je l'ai mesuré trimestre par trimestre en bleu, et sur un an en violet. Vous voyez que clairement depuis 2008 le pouvoir d'achat des ménages anglais baisse de façon significative. Hein. On a systématiquement, à l'exception de 3-4 points, on a systématiquement des baisses trimestre après trimestre du pouvoir d'achat. Il n'est pas étonnant de ce fait-là que la consommation des ménages soit très réduite. Et puis, dernier point, les indicateurs sont un petit peu moins bons sur l'économie anglaise en termes de dynamique d'activité. Voilà, on a eu ce matin les chiffres du PMI de la zone euro, vous les avez ici. Alors, ils sont un tout petit peu meilleurs que l'estimation flash qui avait été publiée une dizaine de jours. L'indicateur allemand est un peu supérieur à 50, il était à 50 dans l'estimation initiale. L'indicateur de la zone euro est un petit peu plus élevé. Mais globalement, ce qu'on constate ici, c'est une convergence entre l'Espagne, l'Italie et la France, mais pas de dynamique très robuste pour l'ensemble. Hein, on a du mal à repasser durablement au-dessus de 50. Hein, on est sur quelque chose qui est un peu mou dans tout ça. Si on regarde les indicateurs du secteur manufacturier qu'on a eu en fin de semaine dernière, là aussi, comme pour l'Asie, j'ai regardé les moyennes par trimestre, juste pour mieux visualiser les choses. Et ce qu'on observe, c'est que pour la zone euro, on a une amélioration, mais dans une zone qui reste toujours la zone de contraction de l'activité, en dessous de 50, que la situation allemande s'est nettement améliorée entre le quatrième trimestre qui est en bleu et le premier trimestre 2013 qui est en violet. Donc là, on a une amélioration significative. Pareil pour l'Italie, même si le chiffre de février était un peu moins bon. Pareil pour l'Espagne, même si on reste là aussi toujours en dessous de 50. Hein. On n'est pas dans une phase d'amélioration brutale, mais on sent que les choses pourraient évoluer favorablement. Pareil pour l'Autriche, sur la Grèce, ça reste modeste. Sur l'Irlande, on ralentit un tout petit peu.
Et puis on constate que le seul pays pour lequel l'indicateur s'infléchisse au premier trimestre 2013, c'est l'économie française, puisque vous voyez que l'indicateur ne cesse de baisser. C'est une problématique à laquelle qu'on a déjà évoquée, mais sur laquelle il faut être toujours extrêmement attentif. L'économie française va pas bien du tout et n'arrive pas à capter d'éventuels mouvements qu'on observe partout dans le monde. Et donc là, il y a quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais qui est important. Ça, c'est un graphique que j'avais déjà présenté sur l'estimation flash, qui n'a quasiment pas bougé. Vous avez le ratio nouvelles commandes sur stock qui s'améliore. On passe au-dessus de 1. Ça devrait avoir une incidence positive sur la production industrielle au cours du premier semestre, notamment en Allemagne. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans les autres pays, ça reste l'amélioration de l'indicateur est très modeste. On a eu ce matin la consommation des ménages, les ventes de détail plutôt, amélioration significative au mois de janvier, sur la zone euro ici, sur l'Allemagne en bleu, sur le Portugal. Est-ce que c'est un changement de tendance ou simplement une respiration? Je crains que ce ne soit qu'une respiration et qu'on ne puisse pas spontanément imaginer que les choses s'inversent durablement. Pour l'instant, c'est l'hypothèse que je fais. On n'a pas beaucoup plus d'éléments, si ce n'est que les ménages restent extrêmement dans une situation extrêmement fragile quand on regarde les indicateurs de confiance. Et puis quand on regarde l'évolution du chômage, on ne peut pas faire l'hypothèse que spontanément les ménages sont rassurés par cet environnement. Vous avez ici en violet l'évolution du taux de chômage de la zone euro, 11,9, au plus haut historique. Et puis vous avez des pays comme le Portugal, comme la Grèce, comme l'Italie, ou même comme les Pays-Bas, pour lesquels le taux de chômage augmente de façon significative. La France est un petit peu en retrait, la hausse est significative, mais un peu moins rapide que dans les pays que j'ai mentionnés. Et en Espagne, on reste sur des niveaux extrêmement élevés, même si l'indicateur ici se stabilise au mois de janvier. Pardon. Donc une situation qui reste extrêmement délicate, sauf peut-être en Allemagne, où on le verra tout à l'heure, les choses bougent un peu. Autre point sur la zone euro, réduction significative de l'inflation, 1,8%. On a des effets de base assez significatifs sur les matières premières, c'est toujours un peu la même chose. Et puis, probablement un effet sur l'inflation sous-jacente. On n'a pas l'estimation du mois de janvier, on a juste l'estimation on n'a pas l'estimation de février, pardon, on a juste le janvier. Janvier était à 1,3%, donc on est sur une situation où il n'y a pas de tension au sein de l'appareil productif de la zone euro, donc le risque d'inflation est très, très réduit, sauf à avoir des chocs ponctuels sur les matières premières, comme on le voit ici sur ce graphique, sur ces parties-là, sur ces parties-là négativement, mais pas de situation, on ne peut pas imaginer spontanément une accélération de l'inflation dans les mois qui viennent. Le risque, c'est que si effectivement l'environnement global est moins porteur, moins dynamique, eh bien le risque c'est qu'on tende un petit peu plus vers... la probabilité de tendre vers de la déflation est un peu plus forte que de tendre vers une accélération durable de l'inflation. Voilà, j'évoquais tout à l'heure le marché du travail allemand. On a une confirmation, vous voyez, depuis 3 mois, le nombre de chômeurs baisse depuis décembre, janvier, février, pardon. On a une baisse du nombre de chômeurs. Alors, c'est pas encore spectaculaire, mais ça traduit probablement une perspective, une dynamique un peu différente. On a vu l'indicateur d'enquête tout à l'heure, on a évoqué, on regardait la semaine dernière les indicateurs ZOO et IFO. Voilà, on a un changement de perspective. Ça peut inciter les chefs d'entreprise à améliorer, à changer leur comportement sur le marché du travail. Sur le PIB espagnol qu'on a eu pour le 4e trimestre, on a toujours ce repli très rapide de l'indicateur avec quand on regarde trimestre après trimestre, eh bien, des contributions qui sont très négatives sur la consommation. Alors, je ne l'ai pas calculé ici en termes de contrib, parce que c'est un petit peu plus compliqué sur l'Espagne et que j'ai pas pris le temps de le faire, j'en suis désolé, mais on voit quand même, et c'est ça qui nous intéresse, que au 4e trimestre, on a eu un repli extrêmement rapide de la consommation et de l'investissement des entreprises sur ces deux points-là, enfin de l'investissement global plutôt, sur ces 2 points-là qui nous préoccupent, c'est-à-dire qu'on a eu une accélération assez forte à la baisse. Et ce qui est intéressant,
mais préoccupant, c'est que il y a un mois, à peu près 3 semaines, quand la Banque d'Espagne a publié sa première publication sur le PIB, il prévoyait une contribution une évolution de l'activité de -0,6. On a été à -0,7 avec la première estimation de l'INSEE espagnol, et puis maintenant on est à 0,8 de repli. Donc on est sur des chiffres qui se dégradent avec une contribution des exportations qui est un petit peu qui est négative pour le 4e trimestre. Donc un environnement espagnol qui reste extrêmement préoccupant aujourd'hui. Et puis voilà, sur la France, rapidement, on a eu les chiffres d'inscription à Pôle emploi. Ce qui nous intéresse ici, quand on regarde ces données, c'est ce phénomène-là. Où est-ce que c'est ce... Voilà, on va reprendre ça. On va pas le mettre en... Voilà, hop, on va le mettre en vert. Vous voyez que depuis 2010, on est grossièrement sur une tendance horizontale pour les entrées à Pôle emploi. On n'a pas d'accélération forte. Et ce qu'on observe, c'est que les sorties de Pôle emploi, elles sont plutôt orientées dans ce sens-là. En d'autres termes, quand on regarde la situation, ce n'est pas un afflux de personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi qui font augmenter le nombre d'inscrits à Pôle emploi, c'est qu'il n'y a pas de sortie. Alors là, je suis resté sur les données très macro. Les données, juste pour info, les données qui ont été publiées sont pas totalement compatibles quand on regarde le nombre d'inscrits à Pôle emploi en janvier par rapport à décembre, parce qu'il y a eu des changements dans les méthodes de comptabilisation, notamment sur les radiations administratives qui se font au moment où c'est effectif, et donc ça change un petit peu le tempo. Et puis l'INSEE a changé aussi l'âge pris en compte. Enfin bref, il y a quelques aménagements, quelques changements qui ne sont pas observés sur ces données, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'observer que l'activité très médiocre ne permet pas aux gens de sortir de Pôle emploi de façon significative, et c'est ça le vrai souci aujourd'hui. Si on regarde la conso, eh bien on s'aperçoit que la conso, depuis 2008, ça évolue sur cette bande très réduite. Il n'y a pas la dynamique de consommation est très faible, et donc on pourrait même élargir ici si on veut. Et on est sur une bande de fluctuation extrêmement faible, et donc la conso ne joue pas le rôle qui était le sien par le passé, faute de certitude sur l'emploi, faute de gain de pouvoir d'achat. Enfin, il y a plein de raisons qui sont les interrogations qu'on a sur le modèle français et sur l'incapacité qu'ont les ménages français à se projeter dans le futur. On le voit ici sur ce graphique, les indicateurs qu'on a sur comment je me projette sur le futur, comment je projette la situation des Français sur le futur, eh bien reste à un niveau extrêmement bas par rapport à ce qu'on observait. Donc il n'y a pas de retour à la moyenne, il n'y a pas de situation où les Français se disent finalement ça va mieux maintenant et je vais pouvoir dépenser. À aucun moment on a franchi ce cap, sauf peut-être au moment des élections ici, quand on voit cet indicateur sur la situation globale de la France. Mais on reste sur une situation qui est extrêmement préoccupante, et les ménages n'arrivent pas. C'est ça la grande difficulté du moment, c'est que personne n'arrive à se projeter vers l'avant aujourd'hui. Autre point sur l'économie française, mais là c'est un peu marginal, sur les mises en chantier, la problématique immobilière reste une problématique importante, et j'ai mis ce graphique parce que on est tous préoccupés par les questions immobilières, et vous voyez j'ai mis le graphique depuis 96 avec en vert le cumul sur 12 mois, donc on atteint 450 000 mises en chantier en 2007-2008, au plus fort du boom immobilier. L'objectif du gouvernement est extrêmement ambitieux sur ce plan-là, il est à 500 000. La question qui va être posée de manière très directe est de savoir où est-ce qu'on va construire ces 500 000, puisque dans les zones qui sont tendues, il y a un vrai problème de foncier, de trouver du foncier à des prix pas trop chers.
pour pouvoir construire. Là, il y a une vraie problématique qui est posée. Alors, on peut construire toujours dans des zones où l'activité n'est pas, où il n'y a pas une demande très forte, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc, la vraie problématique sur l'immobilier français, c'est de construire, c'est vrai, mais de construire là où il y a une demande, c'est-à-dire là où il y a de l'emploi. Et c'est cette configuration qui est toujours extrêmement compliquée à gérer en France. Voilà. Sur les problématiques de taux d'intérêt américains, je reprends ce qui a été évoqué par Bernanke, parce que c'est souvent, enfin, il a une capacité à orienter les choses de façon très, très significative. Bernanke a fait une présentation la semaine dernière sur l'évolution des taux d'intérêt. Alors, il avait fait juste avant une intervention au Congrès, et au Congrès, il avait très, très clairement dit que la conjoncture économique ne permettait pas spontanément de modifier la politique monétaire de la Fed, parce que pour l'instant, la situation ne s'y prêtait pas. Et donc, dans cette présentation du 1er mars, il est revenu sur les taux d'intérêt et la façon dont pourraient évoluer les taux d'intérêt. Ce qu'on va noter en préalable, c'est que dans son propos au Congrès, dans les propos de Janet Yellen hier aussi, eh bien, les deux ont indiqué très clairement que la Fed ne souhaitait pas du tout voir les taux d'intérêt augmenter. Ça, c'est clair, c'est une nécessité selon la Fed, selon la Banque centrale américaine, de voir la reprise d'activité se mettre en œuvre. Et donc, j'ai pris deux graphiques de la présentation de Bernanke. Vous avez ici à l'écran le premier slide sur l'évolution des taux d'intérêt, et vous voyez que depuis 2000, c'est la période reprise par Bernanke, eh bien, à l'exception du Japon, les taux d'intérêt au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont la même allure. Alors les niveaux peuvent être un petit peu différents, mais l'allure est la même. Ça veut dire que à la fois chacun réagit à un environnement global qui est un peu le même. Il y a une interpénétration des zones qui est assez forte. Et donc chacun est contraint un peu de la même façon ou réagit un peu de la même façon, d'où ces taux d'intérêt assez cohérents. Et puis l'autre point aussi est que les banquiers centraux réagissent aujourd'hui à peu près de la même façon. Et donc voilà, on a un marché international des capitaux qui se traduit ici par une allure, un profil des taux d'intérêt assez proche. Et donc ce qu'on dit ce qui va être dit sur les États-Unis peut se dire aussi sur d'autres pays. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ce qu'a rappelé quand même Bernanke au Congrès Yellen hier, c'est que très clairement la politique monétaire de la Fed reste conditionnée. Enfin, non, je reviendrai là-dessus après, désolé. Ce que dit Bernanke dans sa présentation aussi, c'est qu'on peut décomposer l'évolution des taux d'intérêt en trois éléments. Un premier élément qui est en haut, qui représente les anticipations d'inflation, et on constate que ces anticipations d'inflation sont relativement stables. Bernanke l'attribue à la crédibilité acquise par les banquiers centraux dans la gestion de la politique monétaire et dans la gestion de leurs objectifs d'inflation. Et donc on a là une stabilité des anticipations qui traduit bien ce phénomène. L'autre aspect, c'est la courbe noire, qui est l'anticipation de taux d'intérêt court terme, c'est-à-dire les anticipations de ce que pourrait faire la Fed en matière de politique monétaire. Ça revient un peu à ça, on y reviendra après. Puis en vert, vous avez une prime de risque, alors qui s'est effondrée récemment. Alors elle s'est effondrée pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'effet des achats de la Fed a probablement eu un rôle stabilisateur sur le marché des bonds.
et donc a réduit sa volatilité. Et puis l'autre aspect, c'est que il y a eu des effets de recherche de qualité, de liquidité, qui font qu'il y a eu un attrait particulier pour le marché américain, notamment en 2012, qui explique ce mouvement. Hein. Dans les phases d'inquiétude, dans les phases de panique, eh bien, les taux américains, mais aussi les taux allemands, ont joué le rôle de réceptacle des capitaux qui ne voulaient pas prendre de risques. Et c'est cette prime de risque, cette courbe verte ici, qui l'illustre de façon significative. Alors, ce que dit Bernanke, c'est que il n'y a aucune raison spontanément que les anticipations d'inflation évoluent, puisqu'elles sont ancrées dans la crédibilité de la Banque centrale. Donc là-dessus, il n'a pas d'inquiétude particulière. Ce qu'il observe, le point sur lequel il peut jouer, il peut avoir une incidence, c'est l'évolution de la courbe noire, c'est-à-dire l'évolution des taux d'intérêt de la Fed. C'est pour ça que lui et Yellen ont très clairement réévoqué dans leurs prestations la façon dont la Fed voulait conditionner l'évolution de ces taux d'intérêt. Alors au départ, c'était on restera sur des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps. Après, on est passé depuis l'été dernier jusqu'en décembre sur l'idée de taux d'intérêt qui resterait très bas jusqu'à la mi-2015 au moins. Et puis là, pour affiner l'ensemble et pour répondre à la critique de Mike Woodford, eh bien la Fed dit très clairement les taux d'intérêt resteront très bas et la politique monétaire restera inchangée tant que le taux de chômage sera supérieur à 6,5% et que l'inflation sera supérieure à 2,5%. Donc tant que ces deux conditions ne seront pas réunies, la Fed ne bougera pas sa politique monétaire, et même Yellen va un peu plus loin en disant on pourra maintenir des taux d'intérêt très bas, même bien après le moment où l'économie sera vraiment rentrée dans un environnement plus porteur. Alors on peut illustrer ce phénomène à travers une courbe que j'ai déjà présentée ici. Vous avez en bleu l'évolution du taux des Fed Funds, et puis en violet une estimation que j'ai faite sur ce point-là, avec deux variables explicatives. Hein, c'est une pseudo-courbe de Taylor. La courbe de Taylor, c'était John Taylor de Stanford avait fait un papier en 93 de mémoire, où il disait voilà la fonction de réaction de la Fed, c'est l'écart par rapport l'écart de la croissance par rapport à la croissance potentielle et l'écart du taux d'inflation par rapport à l'objectif d'inflation. Et donc il avait formalisé ça de façon un peu significative. Et bien là on est un peu dans la même idée d'une courbe de Taylor qui serait dépendante là du taux d'inflation et du taux de chômage. C'est l'inflation core que j'ai prise ici. Et donc on voit quand on fait l'estimation jusqu'en 2007, de 90 à 2007, qu'on a voilà une courbe violette jusqu'ici. On va mettre un petit trait, hop, jusqu'ici à peu près. On a une évolution qui est assez cohérente entre entre l'évolution du taux de Fed Funds en bleu et l'évolution d'estimation qu'on a pu en faire. Et on voit que dès qu'on va au-delà à partir de janvier 2008, quand on regarde les données simulées, eh bien on s'aperçoit que très vite il y a une divergence. À partir d'avril 2009, il y a une divergence entre l'évolution des Fed Funds qui ne peuvent pas tomber en dessous de zéro et l'évolution du taux que serait le taux de la Fed si la Fed pouvait maintenir le même comportement que celui qu'elle avait avant 2007. Et donc on est passé à partir d'avril 2009 sur des taux d'intérêt négatifs, d'où l'effet quantitative easing pour compenser ce phénomène. Mais tant qu'on n'aura pas de taux d'intérêt qui reviendront en zone positive sur ce graphique, sur ce type d'estimation, eh bien la Fed restera sur son 0,025 et ne changera pas de stratégie. Alors, ce
ce qu'évoque ensuite, donc on a encore du temps et la problématique restera probablement sur des niveaux comment dire, de taux d'intérêt de la Fed très bas, encore au moins un an, jusqu'à probablement la fin 2014. On verra après ce qu'il en est. Et ce que la discussion qu'a Bernanke après est de dire ce qui peut jouer ensuite, c'est tout ce qui va tourner autour de la prime de risque. C'est-à-dire que on n'imagine pas de changement sur les anticipations d'inflation. On n'imagine pas spontanément de changement sur les anticipations d'inflation. Nous, notre politique monétaire, elle va rester accommodante encore un bon moment pour les raisons qu'on a évoquées. Et donc, les mouvements sur les taux pourraient refléter des situations un peu divergentes. Et nous, à la Fed, c'est ce que dit Bernanke, de corriger ces phénomènes, parce que ce qui nous importe, c'est que les taux d'intérêt restent très bas pour que l'activité puisse retrouver progressivement une allure plus positive. Et donc, s'il y a des divergences, eh bien, à nous, à la Fed, de communiquer, de gérer l'environnement pour que, effectivement, in fine, la situation se maintienne sur des taux d'intérêt très bas. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que ce que souhaite Bernanke, très clairement, c'est que l'évolution des taux d'intérêt ne soit conditionnée que par l'amélioration de l'activité et qu'on retrouve des taux d'intérêt élevés si c'est nécessaire, si cela reflète une activité mieux orientée. Et il évoque la possibilité de taux d'intérêt aux alentours de 3% sur les taux 10 ans américains à la fin 2014. Il ne va pas plus vite que cela en besogne, donc ayons bien ça en tête. Pour l'instant, il veut rester sur des taux d'intérêt très bas et il fera le nécessaire. Ce qu'il dit de manière très directe, c'est que si effectivement il y a des situations divergentes par rapport à ce que la Fed a en tête, eh bien il faudra probablement intervenir. Et c'est pour ça que la Fed ne bougera pas sur le plan du quantitative easing, tout simplement pour limiter le risque de voir les taux d'intérêt remonter et pénaliser la croissance, parce que c'est ça l'enjeu. Et donc, tant que la croissance n'aura pas retrouvé une allure qui satisfera la Fed, eh bien, la Fed sera très attentive à l'évolution des taux et communiquera pour que, effectivement, les taux d'intérêt restent bas et que les anticipations de primes de risque un peu moins fortes, etc., un peu plus fortes, pardon, tous ces éléments-là se dégonflent et maintiennent des taux d'intérêt très bas. On verra ensuite, en 2014, ce qui se passera, mais pour l'instant, on est dans cette logique-là, et très clairement, la Fed fait feu de tout bois pour que cette situation se maintienne. Et donc, on doit faire l'hypothèse que les taux américains vont rester au maximum à 2% cette année. Je pense qu'ils resteront plus bas que ça, notamment, et c'est une des raisons qui est évoquée par Bernanke au Congrès, c'est de dire, de toute façon, on va rester accommodant parce qu'il y a des incertitudes sur la politique budgétaire, sur l'impact de la politique budgétaire, et on ne voudrait pas prendre le risque de durcir le ton trop rapidement, et c'est pour ça qu'on veut absolument que les taux restent très bas, parce que pour compenser ne serait-ce que cette situation budgétaire. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'évoquait Bernanke sur ces questions, ça veut dire qu'on va rester sur des taux d'intérêt très bas et que les banques centrales, et je pense qu'on peut aller au-delà de ce que dit la Fed, les banques centrales vont maintenir cet objectif de taux d'intérêt très bas, et ça c'est quelque chose d'essentiel parce que quand on regarde l'activité, on reste sur des niveaux très faibles, quel que soit le pays, on a du mal à rebondir, à retrouver une allure de croissance très forte, et durcir le ton trop rapidement, ce serait pénalisant. Voilà, alors voilà ce que je voulais évoquer. Je ne sais pas s'il y a des questions, Gwenaël, pas de questions. Eh bien, il me reste à vous saluer. Je dirais simplement que par rapport, on va évoluer un peu dans notre communication, puisque normalement cette semaine je devrais ouvrir un blog, mais je vous communiquerai tout ça au fur et à mesure pour que vous puissiez y accéder sans aucune difficulté.
Voilà, bonne semaine à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine, sauf pour ceux qui seront partis en vacances. Moi, je serai fidèle au poste. Au revoir à tous.